После чтения, вот он прочитал эту книжку какую-то, и ему кажется, что после нее надо прочитать другую, вот ту. И это были те самые две книжки, которые у меня точно так же 50-70 лет тому назад в моей записной книжке точно так же отмечены. Mais il n'y a pas que ça, il y a par exemple sa lecture donc, et la façon dont il passe d'un livre à l'autre. Puisqu'il a lu un livre, il s'est dit maintenant il faut que je lise un autre. Et là j'ai découvert les mêmes associations de livres que celles que lui il a fait et moi j'ai faites il y a 50 ans. Мой дед был музыкантом. Дело в том, что его отец, человек там банкир, коммерческий был человек, богатый в Киеве. Он, значит, разрешил своему сыну учиться, мой прадед, учиться в консерватории при условии, что тот получит нормальное практичное образование. Поэтому дед для того, чтобы учиться музыке, вынужден был еще и закончить экономический факультет. Mon grand-père était musicien. Son père était un homme qui travaillait dans la finance à Kiev, c'était quelqu'un de bien aisé, et il a autorisé son fils, donc mon grand-père, à faire de la musique et à faire le conservatoire à condition de suivre en même temps des vraies études, des études sérieuses. Et c'est ainsi que mon grand-père a dû devenir économiste en même temps que musicien. Мой младший сын музыкант, и он джазовый музыкант. И больше всего в музыке его интересуют теоретические проблемы, причем, насколько я могу понять, те самые, которые интересовали моего деда. Mon fils cadet est musicien, c'est un jazzman, et il est surtout intéressé en musique par des questions théoriques. Et d'après ce que je comprends, ce sont les mêmes questions qui passionnaient mon grand-père. И поэтому, когда он увлеченно начинает мне говорить что-то о структуре музыки, о ее скелете и мускулах, о анатомии музыки, то я все время думаю с грустью, что, боже мой, какая жалость, что он не может об этом поговорить со своим прадедом. Et c'est pour cela que quand mon fils commence à me parler de la structure de la musique, de son anatomie, de ses muscles, je me dis toujours, mais qu'est-ce que c'est dommage qu'il ne puisse pas en parler avec son arrière-grand-père. Alors, je vais peut-être juste poser une question sur Jacob et Maria. Jacob et Maria, donc, ce grand-père passionné de musique qui a rencontré Maroussia ou Maria lors d'un concert de la symphonie justement numéro 2 de Rachmaninoff. Ils sont très vite tombés amoureux. Et je vais citer, Jacob était heureux et légèrement écrasé par cette profusion de bonheur qui s'était abattue sur lui. Et Maroussia était heureuse, mais elle était un peu affolée à l'idée que cela pouvait disparaître. Il y avait un petit peu d'angoisse déjà chez Maroussia. Et je me demandais si, est-ce que la différence entre les hommes et les femmes, qu'elle commence là au niveau du questionnement, et des hormones, est-ce que c'est hormonal? Et là c'est à la généticienne que je demande. Cette différence hormonale entre les hommes et les femmes. Как генетик я могу очень много сказать о разнице между мужчинами и женщинами, но в данном случае я думаю, что здесь сыграл роль совсем другой механизм. En tant que généticienne, je peux dire beaucoup de choses sur la différence entre les hommes et les femmes. Mais ici, je pense que c'est un autre mécanisme qui a joué un rôle. Он действительно был блестящий мальчик из богатой и более-менее образованной семьи, а у нее был отец часовщик, ремесленник, и среда была гораздо более такая низкая, и поэтому он был, конечно, очень завидный жених. Jacob venait d'une famille aisée, d'une famille relativement cultivée, alors que Maroussia venait d'un milieu beaucoup plus modeste. Son père était un artisan horloger. Et donc Jacob était une très bonne partie pour qui que ce soit. Это не отменяет, конечно, такого формата отношений между мужчиной и женщиной, при котором мужчине гораздо легче организовать свою жизнь, чем женщине, и женщина гораздо больше заинтересована в браке, чем мужчина. Это было в XIX веке, это было в XX веке, и, может быть, только сейчас, вот в последнее десятилетие, мы видим некоторые в этом смысле изменения. Интересные.
Ça reflète cette situation qui est propre au 19e, au 20e siècle, où l'homme avait beaucoup plus de facilité à organiser sa vie, alors que la femme, son destin dépendait beaucoup plus du mariage. Et ce n'est peut-être qu'aujourd'hui, depuis quelques décennies, que la situation commence à changer. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre ce droit des femmes en Russie et ce droit des femmes en Occident? Est-ce qu'elles mènent le même combat, ces femmes russes qui ont certainement beaucoup plus souffert avec les guerres et... Я поняла ваш вопрос, он на самом деле чрезвычайно интересный. Я много об этом думал и даже кое-что писал. J'ai bien compris votre question, c'est une question très intéressante, j'y réfléchis beaucoup et j'ai même écrit quelque chose là-dessus. В то время, когда на Западе возникло феминистическое движение, борьба женщин за равные с мужчинами права, в это время в России женщины жили очень тяжелой жизнью и имели не только равные права работать, как мужчина, зарабатывать на жизнь, одновременно и воспитывать детей. И поэтому для русской женщины, ну, дореволюционной, старой я имею в виду, для нее было бы исключительно приятно находиться в том положении, в котором находились западные женщины, борющиеся за права. Au moment où le mouvement féministe est né en Russie, donc un mouvement pour des droits égaux entre les hommes et les femmes, à ce moment-là, les femmes russes menaient, en réalité, elles avaient le même droit et les mêmes obligations de gagner leur vie de façon extrêmement dure et pénible, en travaillant de façon très pénible. Et donc à ce moment-là, ces femmes, peut-être elles rêvaient de se trouver dans une situation d'inégalité avec les hommes du point de vue de ce travail très dur qu'elles étaient amenées à faire. На Западе женщина боролась за возможность работать рядом с мужчиной, а в России в это время женщина укладывала шпалы, строила железные дороги и вообще дороги, и для нее было бы большим счастьем, если бы ей разрешили остаться дома и воспитывать детей. Она не могла себе этого позволить. Au moment où en Occident les femmes luttaient pour pouvoir travailler, les femmes russes construisaient des chemins de fer au même titre que les hommes et elles rêvaient peut-être de la possibilité de ne pas le faire et de rester à la maison à s'occuper des enfants. При этом должна вам сказать, что советская Россия была одним из первых государств, которые женщине дала избирательные права, равные с мужчинам. У меня нет восторга перед советской властью, но об этом все-таки помнить надо. Ceci dit, il faut peut-être rappeler que la Russie soviétique a été parmi les premiers pays à accorder aux femmes le droit de vote. Moi, je n'ai aucune admiration pour le régime soviétique, mais il faut reconnaître ceci. Et je pense que les femmes russes ont beaucoup plus souffert, parce que comme les hommes étaient quasiment tout le temps en guerre, le milieu carcéral, je crois, est très important en Russie. Beaucoup de femmes se retrouvent seules à être obligées de travailler, d'élever leurs enfants. Beaucoup d'hommes sont aussi sous le joug de l'alcoolisme. Elles sont courageuses, elles sont fortes, elles sont combattantes. Да, совершенно верно. Я даже не желая обидеть русских мужчин, тем не менее всегда говорю, что в России женщины лучшего качества, чем мужчины. Je ne veux pas offenser des hommes russes, mais j'ai l'habitude de dire qu'en Russie, les femmes sont de meilleure qualité que les hommes. Понимаете, действительно в России, начиная с 1904 года, 19 век оставим в стороне, идет война. Причем война объявленная, не объявленная, внутренняя, гражданская, внешняя. Начиная от Японии, кончая Сирией, все время где-то гибнут молодые мужчины. On ne va pas parler ici du 19e siècle, mais en tout cas, si on parle du 20e, depuis 1904, il y a en permanence une guerre en Russie, avec la participation de la Russie, que ce soit une guerre déclarée, pas déclarée, une guerre civile, une guerre extérieure, le Japon en 1904 et jusqu'à la Syrie aujourd'hui. Et donc, pendant toutes ces guerres, des hommes meurent. Второй момент – огромное тюремное население.
Сейчас у нас в тюрьмах содержится около 600 тысяч человек, и это очень маленькое, это очень самое низкое количество людей, которое вообще за всю историю Советского Союза и России было. Потому что были эти цифры, доходили до десятков миллионов. Donc c'est une autre chose dont il faut se rappeler, c'est qu'en Russie, il y a toujours une population incarcérée très importante. Aujourd'hui, leur nombre atteint 600 000 personnes, alors, et c'est un chiffre très bas par rapport à ce que la Russie a connu au XXe siècle, où le nombre de détenus pouvait atteindre plusieurs dizaines de millions de personnes. И третий фактор, который забирает мужчин у женщин, это алкоголизм. В России мужчины здорово пьют, и пьющий мужчина плохо реализует свои функции любовника, мужа, отца. Il y a un troisième phénomène qui prive les femmes d'hommes, les femmes russes d'hommes, c'est l'alcoolisme, puisque les hommes boivent beaucoup, ce qui les empêche de remplir leur triple fonction d'amant, de mari, de père. Поскольку при рождении приблизительно пополам рождается мальчиков и девочек, то к тому возрасту, когда женщины рожают детей, уже сильно уменьшается этот баланс. Женщин уже больше делается. И им трудно найти пару, партнера, а родивших детей очень трудно в одиночку их растить. Alors qu'il y a à peu près autant de garçons que de filles qui naissent à la naissance. Ensuite, quand les femmes commencent, les jeunes filles commencent à chercher et à rencontrer des hommes, il y a déjà, cet équilibre est déjà rompu. Et donc certaines ont du mal à trouver un mari, et puis surtout, il y a des femmes qui sont obligées d'élever leurs enfants seules, ce qui est une chose très difficile. Во время Второй мировой войны на военных заводах работали в основном женщины и подростки. Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les usines d'armement, c'était surtout des femmes et des adolescents qui travaillaient. Вот такие вот женщины в России. Il y a de très bonnes femmes en Russie. Je veux bien qu'on revienne un petit peu sur le livre, Ludmila. Alors, après votre renvoi de l'université de Moscou, Ludmila ou Nora est rentrée dans une compagnie de théâtre, le théâtre juif à Moscou. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de cette période qui a duré, il me semble, une dizaine d'années, où Nora